Une chose tout d'abord m'intrigua. Certaines de ces histoires m'étaient familières car Jimmy est un village que je connais bien pour la simple raison qu'il se situe à 1 kilomètre à peine de mon propre village. J'avais d'autre part lu de nombreuses communications d'historiens et d'ethnologues sur le passé controversé de Jimmy. Bref, je partageais quelque chose avec ce locataire. Nous venions du même pays, du même groupe ethnique et probablement du même village. Mais qui était-il? Je suis descendu. La chambre était au 6e étage pour m'informer à son sujet auprès de la concierge. Elle me parla de monsieur. C'est le mot qu'elle avait employé, en termes plutôt flatteurs. Il était étudiant. Elle insista sur la gentillesse, la propreté, comme une jeune fille, crut-elle bon de préciser, et la discrétion de monsieur, sur sa solitude aussi. Il pouvait rester des semaines entières là-haut, sans descendre. Voilà pourquoi, lorsque monsieur ne s'était pas montré pendant plus de 2 semaines, elle ne s'était pas inquiétée. Jusqu'à ce que le téléphone sonne et qu'on m'annonce que monsieur ne rentrera plus. Ça faisait 13 jours qu'il s'était jeté sous le métro, une nuit. C'était le dernier métro. La télévision l'avait annoncé, mais je ne pensais pas que c'était monsieur. Il avait pris soin de tout ranger avant de partir. C'était quelqu'un de bien, vous savez. Je lui ai parlé de la cassette. Elle l'avait vue, mais elle n'avait pas osé y toucher. Je n'aime pas toucher les affaires les choses que les autres laissent quand ils partent. Et puis, comme je la quittais, elle me dit que le premier jour, en me voyant arriver, elle s'était dit « Tiens, on dirait monsieur ». Ici. Avant toute chose, il faut que je te prévienne. Ces histoires, tu peux les croire ou non, mais elles sont vraies. Tous ceux à qui je les ai déjà racontées pensent qu'elles sont fausses. Ils ne me le disent pas, mais ils me le font sentir. Et pourtant, tout se passe au pays, dans un village appelé Jimmy. Un village non loin de mon propre village. Un village qui fait peur à tout le monde, même au gouvernement. Un village de déconnards. Le village fou, tel est notre nom de Jimmy. Ah, Jimmy. Si vous allez jouer au football chez eux et que vous gagnez le match, ils vous frappent. Si vous faites match nul, ils vous frappent. Et même s'ils le gagnent, ils vous frappent quand même. Du coup, plus personne n'ose aller jouer chez eux. Même à la sous-préfecture et au tribunal du chef-lieu, on refuse désormais d'avoir affaire à eux. L'administration a tiré un trait sur eux et ne juge plus leurs palabres. Il y en a trop. Je suis même sûr qu'à l'heure où je te parle, ils sont en train de se casser la gueule au pays. Leur vie... Sale pute! L'asthme est une pute. Rien qu'une pute. Des fois, dès les premiers signes, j'ai souhaité ne plus être là pour voir la tête que fera la maladie en constatant mon absence. Une idée. On dit que ça ne tue pas seulement, c'est embêtant parce qu'on n'en guérit jamais. Sale pute! Enfin bref, je ne vais pas gâcher ta soirée avec mes petits problèmes. À Jimmy, il y avait un type qui faisait ouvertement la cour à la femme d'un autre type.
Avec eux, ce sont toujours des histoires de femmes. Le type qui cherchait la femme de l'autre s'appelait Dynamo, parce qu'il attirait les femmes comme l'aimant attire les métaux. Le plus stupide dans cette histoire, c'est que les deux sont frères, plus exactement cousins. Mais tu sais toi-même que chez nous, le mot cousin n'existe pas. Ton cousin, c'est ton frère. Tout Jimmy savait que Dynamo allumait la femme de son cousin et que le ventre était de lui. Cela faisait mal au cœur du cousin. C'était comme s'il avait été stérile ou impuissant, comme si tout le village le voyait nu. Alors un soir, il invite Dynamo à venir partager un plat de pangolin. Tout le monde sait que Dynamo tuerait père et mère pour du pangolin. Dynamo arrive. Les deux hommes commencent à manger. Ils mangent, ils mangent, ils mangent. Dynamo prend un morceau de pangolin pour l'avaler, mais le morceau lui reste bloqué dans la gorge. Ça ne veut plus descendre et ça ne veut plus remonter non plus. La chose est là, collée dans sa gorge. Bon, lui dit le cousin, cette chose que tu sens dans ta gorge, plus jamais ne descendra ni ne remontera. Tu as donc empoisonné ton plat? Évidemment. Tu couches avec ma femme parce que tu es beau, mais à présent que cette chose te déforme la gorge, plus aucune femme ne te suivra. Voilà Dynamo marqué. Foutu. L'affaire éclate sur la place publique. Aussitôt, les partisans de Dynamo et ceux de son cousin, autant dire les membres de la même famille, en profitent pour se livrer toute la nuit à une bagarre rangée. Au petit matin, ils tranchent. Ah, alors la justice! Ouais! Ah, alors la justice! Oui, oui, alors la justice! Ah, oui, alors la justice! Ah, la justice! Les voilà devant le juge. Dynamo dit que sa gorge est déformée à cause de son cousin qui a empoisonné son plat. Le juge lui demande si c'est son cousin qui lui a mis ça dans la bouche. Dynamo dit que non. Mais quoi, hein? Tranche le juge. Mais quoi? C'est toi-même qui as mis le morceau de pangolin dans ta bouche et maintenant tu viens emmerder les gens? Ah, Dynamo n'est pas d'accord. Il se met à déconner. Il dit que c'est parce que son cousin l'a corrompu que le juge lui donne raison. Que le juge n'est qu'un misérable petit gratte-papier aux aisselles crasseuses et puantes. Un faux juge. Un juge qui n'a pas fait ses études en France comme tout bon juge. Un juge qui a acheté ses diplômes. Et puis, il a traité le juge d'incirconcis atteint de gonocoque congénitale. Le juge, à son tour, se met à hurler que Dynamo n'est qu'un nulard, un analphabète, un pauvre type qui ne sait même pas compter jusqu'à 10, et n'importe qui ignore que la Terre est ronde et qu'elle tourne autour du Soleil. Tout d'un coup, alors que Dynamo et le juge continuent à s'étriper à coups de juges incirconcis et de couillons malautrus, le cousin cocu, envoûteur, se met lui aussi à dérailler dans son coin, comme ça, dans le vide, pour sa santé. Et bientôt, contaminés par la vague de déconnement en cours, les témoins, pour ne pas être en reste, se jettent aussi dans la mêlée pour le plaisir, pour la beauté du spectacle. Donc, voilà déconnement sur déconnement dans le bureau du juge. Mais tu sais qu'il n'y a pas plus déconnard qu'un vieux juge. Et celui-là était vieux. Car pour regarder quelqu'un dans les yeux et lui annoncer qu'il est condamné à perpétuité ou à mort, il faut être doté d'une forte dose de déconnement. Or, voilà que dans le bureau du vieux juge, c'est-à-dire rompu par vocation aux arcanes du déconnement, voilà que des apprentis déconnards
aux haleines à vous faire fuir la hyène elle-même, des énergumènes, des individus. Dans la bouche du vieux juge, le mot individu constituait, pour des raisons qui me sont toujours restées obscures, une grave insulte. Bref, voilà donc que des énergumènes, des individus venaient empester sa vie. Non, mais dis donc. Alors, il a déconné. Il a déconné. Il a déconné avec cette véhémence à la fois théâtrale et sincère dont les avocats ont le secret. D'ailleurs, foutez-moi la paix. Je ne juge plus votre affaire. C'est quoi ça même, hein? Vous, les gens de Jimmy, vous êtes trop fous. Ce n'est pas parce que vous êtes des fossoyeurs qu'on ne doit plus dormir en votre présence. Non, mais merde à la fin. Ah, parce qu'on raconte partout que vous êtes des déconnards. Vous vous croyez tenus d'emmerder tout le monde tout le temps. Merde, 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 ignare que vous êtes. Espèce d'individu. Oui, je dis bien individu. Tout le monde dans la région est au courant de vos conneries maintenant. On va jouer au football de vous. Que vous perdiez ou que vous gagnez, vous frappez vos adversaires. C'est quoi ça même, hein? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Lorsqu'on vous vend les cartes du parti, non seulement vous battez les vendeurs, mais en plus vous déchirez les cartes. La carte du parti. Le sous-préfet lui-même se déplace pour aller recueillir vos doléances afin d'arranger vos cases. On dirait des poulaillers là. Vous le lapidez. Le gouvernement vous envoie des instituteurs pour arracher de l'ignorance vos vilains enfants là. Vous les bastonnez. Mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne même, hein? Qu'est-ce que vous avez dans le crâne? Le jour du marché, hein? Si les commerçants vont vous vendre de quoi bouffer dans vos bouches, on dirait que c'est fait pour cabiner là. Vous les rossez. Le marché ne se tient plus dans leur village et les instituteurs refusent d'aller y enseigner. Le vieux juge a conclu que désormais on ne jugerait plus leurs palabres au tribunal, que ce sont toujours des histoires de femmes ou d'envoûtement. Qu'elle lui foute la paix, l'individu. Qu'il dégarpisse de son bureau en douilles ficelées et qu'il ne les revoie plus jamais, bande de cons. Depuis ce jour, l'administration a tiré un trait sur Jimmy, le village fou. C'est donc un village de dingue. Il me revient des fois des histoires tellement incongrues que je me demande si ce n'est pas ma mémoire qui divague. Tu peux me croire, si mon propre village ne se trouvait pas à côté de Jimmy, je serais le premier à soutenir que toutes ces histoires ne sont que de vulgaires sornettes qu'un esprit malade de solitude se raconte pour éponger son trop de temps. Comme cette histoire. Celle de ce chasseur considéré comme le plus grand chasseur du village fou et qui a fini de manière stupide. L'homme avait un chien qu'il appelait Pelé, parce qu'il était un fervent supporter du roi Pelé. En réalité, le véritable chasseur, c'était Pelé. C'était lui qui capturait tout le gibier. L'homme se contentait de les compter, de les rassembler. Mais une fois au village, tous les honneurs lui revenaient. Un jour, ils vont à la chasse. Et Pelé tue tellement de gibier que le chasseur a du mal à tout transporter seul. Il décide alors d'aller chercher du renfort au village. Et c'est sur le chemin du retour que l'histoire commence. L'homme aperçoit un nid d'oiseau dans un tronc d'arbre mort. L'homme s'arrête devant l'arbre. Il a entendu des pleurs d'oisillons. L'homme regarde autour de lui. Le chien est encore loin. Alors, il décide de retirer les oisillons.
Il grimpe, il grimpe, il grimpe, et il grimpe. Le voilà au niveau du trou. Mais au moment où il introduit sa main pour retirer les oisillons, le chien le rejoint. Le chasseur réalise qu'il est sur l'arbre, prêt à retirer les oisillons. Il réalise aussi que le chien est sous l'arbre et le regarde. Il considère tout cela et la honte l'étreint. Il n'ose plus descendre, mais il sait qu'il ne pourra pas rester sur l'arbre indéfiniment. Alors le chien brise le silence et lui dit: le chien a parlé dans ma langue. Ça ne te suffit pas, tout ce que j'ai déjà tué pour toi. Tu ne parviens même pas à les transporter seul. À quoi te serviront ces petits oiseaux? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? L'homme est sur l'arbre. Il est silencieux. Il a honte. Surtout, il a peur. Un chien qui soudain se met à parler. Et il sait qu'il ne rêve pas, qu'il n'est pas à une veillée de conte, qu'il n'y a rien d'autre que cette réalité-là. Bon, laisse-les tranquilles et descends. L'homme s'exécute. Et la bête lui dit encore: tu viens de m'entendre parler, et parce que tu m'as entendu parler, tu entendras parler tout ce qui est aussi vrai que tu m'entends parler. Mais n'oublie jamais ceci. Le jour où tu diras à qui que ce soit que tu m'as entendu parler et que par conséquent tu comprends tout, tu seras fini. Pépéou, Bana, allons-y. Hein? Duma konge, imai, amen dumbi. Quelques jours plus tard, le père de sa femme meurt. Avant de se rendre au village, parce que la femme était de mon village et non du village fou, avant donc de se rendre aux funérailles, elle range son maïs à l'étage supérieur du grenier, hors de portée des poules, coqs, canards et autres dindons. Un jeune coq, ulcéré de l'avoir rangé le maïs, ne peut s'empêcher de lancer aux autres volailles à l'affût du moindre grain égaré. Cette femme est une méchante femme. Au lieu de laisser le maïs plus bas pour qu'on puisse festoyer, la voilà qui le protège comme s'il s'agissait du soleil de la fille unique du chef du village. On aurait déjà fait comme il n'est plus permis de nos jours. Regardez ses fesses, on dirait derrière de voitures Volkswagen. Les gallinacés éclatent de rire. L'homme aussi. Sa femme perplexe. Pourquoi tu ris? Il dit qu'il n'y a rien. Comment il n'y a rien? Tu me prends pour une femme? Tu crois que je ne sais pas que tu te moques de moi parce que mon père est mort? Il dit qu'elle se trompe, qu'il rit parce qu'il ne comprend pas pourquoi il ne rit pas plus souvent. L'épouse n'insiste pas et le couple se rend dans mon village pour les funérailles. Mon village. Fais jour. Ah,
Kwemba, les gamins. Kwemba, Zelio, Kwemba, Kwemba, oh, Kwemba, la Camille. Kwemba, Zelio, Kwemba, Kwemba, oh, Kwemba, la Camille. Zelio, Kwemba, Zelio, Kwemba, Kwemba, oh, Kwemba, la Camille. Kwemba, Zelio, Kwemba, Kwemba, oh, Kwemba, la gamin. Il y a un monde fou. Et ça mange, et ça boit, et ça chante, et ça pleure tout à la fois. Arrive une bande de mouches. Elles viennent de se régaler avec le cadavre et se réunissent pour revoir leur stratégie. Moi, je ne suis pas d'accord, se plaint l'une d'entre elles. Tout à l'heure, je dégustais tranquillement la lèvre supérieure lorsque les autres sont arrivés pour bordéliser. Chacun mangeait où il voulait, comme il voulait. Va falloir se discipliner un peu, les gars. Autrement, il risque de nous filer entre les doigts. Hein. Elle a raison, approuve une autre. Bientôt, ils iront l'enterrer. Donc, pour le temps qu'il nous reste, discipline, discipline. Maintenant, on attaque tous par l'œil droit. Enfin, s'exclame de contentement une autre. Depuis le temps que j'attendais pour me jeter sur ses yeux, ils sont si tendres. Qu'est-ce que ça peut te foutre qu'ils soient durs ou tendres, vu qu'on ne te demande pas d'aller les embrasser, mais de les bouffer? Question d'un tatinet irrité. Quelqu'un qui devait être le mari ou le petit ami de celle qui trouvait que le mort avait des yeux tendres. Cette scène de ménage provoque l'hilarité des mouches. Celle du chasseur aussi. Suit un long silence. Ce rire au milieu de tous ces pleurs. On lui demande pourquoi il a ri. Le voilà. Il est coincé. Il tourne, il tourne, il tourne et il tourne sans trouver quoi répondre. Finalement, il lâche qu'il a ri à cause d'une vieille histoire que le défunt lui avait racontée. Raconte-nous cette histoire.